Le 27 avril 1943, de nuit, le chasseur allemand Oberleutnant Kurt Meyer fit décoller son Messerschmitt Bf 100, 9, dans le ciel nocturne au-dessus du Kuban. Sa mission était simple, détruire le lent biplan soviétique Po-2 qui pour la troisième nuit consécutive bombardait les positions allemandes et empêchait tout le régiment de dormir. Au cours de sa carrière, Meyer avait abattu 23 avions soviétiques. Le vieux coucou en bois, avec une vitesse maximale de 150 km/h, lui semblait une proie facile. 6 minutes plus tard, le Messerschmitt de Meyer s'écrasa au sol à une vitesse de 400 km/h. Le pilote mourut instantanément. Le biplan soviétique poursuivit le bombardement et retourna sain et sauf à sa base. Aux commandes se trouvait un sous-lieutenant de 22 ans qui, 3 semaines plus tard, entrerait dans l'histoire comme le seul pilote au monde à avoir abattu 9 chasseurs ennemis sur un avion d'entraînement, sans avoir tiré un seul coup de feu. Le commandement allemand refusait de croire les rapports de ses pilotes. Cela semblait impossible. Le Messerschmitt était plus rapide que le Po-2 de 4 fois, plus maniable de 2 fois, armé de 2 canons de 20 mm et de 2 mitrailleuses. Le biplan soviétique était fait de contreplaqué et de toile, volait à la vitesse d'un cycliste et ne portait que le pistolet du pilote pour l'autodéfense. Mais à la mi-mai, les débris de 9 chasseurs allemands jonchaient le sol et près de chaque avion détruit, les équipes de recherche allemandes trouvaient les mêmes indices. Traces de manœuvres brusques à basse altitude, traces de vrille, aucun trou de balle. Que savait ce pilote soviétique? Qu'est-ce que ne comprenaient pas les as expérimentés de la Luftwaffe avec des centaines d'heures de vol? Le sous-lieutenant Ivan Petrovitch Dragunov avait 22 ans au printemps 1943. Il était né dans la Stanitsa Oust-Labinskaya du territoire de Krasnodar, dans une famille de cosaques héréditaires. Avant la guerre, Ivan étudiait à l'école d'aviation de Yeisk, rêvait de devenir chasseur, s'imaginait aux commandes d'un Yak ou d'un Lavochkin rapide, menant des duels aériens haut dans le ciel. Mais la guerre en décida autrement. Après avoir terminé l'école en juin 1941, Dragunov fut envoyé non pas dans l'aviation de chasse, mais dans l'aviation de bombardement nocturne. Son appareil devint le Po-2, un biplan lent qui avait été créé comme avion d'entraînement dans les années 30. Vitesse maximale 152 km/h, altitude de vol pas plus de 3000 mètres, charge de bombe seulement 200 kg. La déception d'Ivan était énorme. Cependant, c'est précisément ce biplan sans prétention qui devint l'arme principale des bombardiers de nuit de l'armée rouge. Le Po-2 était appelé de différentes manières. Coucou pour son utilisation dans l'agriculture avant la guerre, machine à coudre pour le son caractéristique du moteur. Les Allemands l'appelaient Russplaner, contreplaqué russe, et plus tard Nachtexen, sorcière de la nuit, lorsqu'ils rencontrèrent des équipages féminins sur ces appareils. Au printemps 1943, Dragunov avait effectué 237 sorties de combat. Il bombardait les positions allemandes, les entrepôts, les colonnes de véhicules, les aérodromes. Il volait toujours de nuit à basse altitude. Souvent sous le feu de la DCH, son avion avait été endommagé 17 fois. 2 fois, Ivan était revenu à la base avec un navigateur mort. 3 fois, il avait effectué des atterrissages forcés en territoire neutre. Dragunov était un gars mince, de taille moyenne, avec un regard perçant d'yeux gris et l'habitude d'observer attentivement tout ce qui se passait. Son commandant de régiment notait dans ses caractéristiques: le lieutenant Dragunov possède une capacité d'observation exceptionnelle et une aptitude à analyser la situation de combat. Sang-froid sous le feu, prend l'initiative dans la recherche de nouvelles solutions tactiques. C'est précisément cette initiative et cette capacité d'observation qui allaient bientôt changer les règles de la guerre aérienne nocturne au-dessus du Kouban. Au printemps 1943, une bataille acharnée se déroulait dans le Kouban. Les troupes soviétiques tentèrent de tenir une tête de pont. Les Allemands cherchaient à les rejeter à la mer. Dans ces conditions, les bombardiers de nuit jouaient un rôle critique. Ils empêchaient les Allemands de se reposer, démoralisaient l'ennemi, détruisaient les véhicules et les entrepôts sous le couvert de l'obscurité. Mais les Allemands avaient retrouvé l'antidote. Fin mars 1943, le commandement de la Luftwaffe transféra dans le Kouban une escadrille spéciale de chasseurs de nuit. C'était d'abord des pilotes expérimentés sur Messerschmitt Bf 109 et Focke-Wulf 190. Leur mission était la destruction des bombardiers de nuit soviétiques.
Les résultats furent catastrophiques. Durant la première semaine d'avril, le régiment de Dragounov perdit 11 avions Po-2. 11 équipages, 22 personnes ne revinrent pas de mission. Certains furent abattus dans les airs, certains explosèrent directement au-dessus de l'objectif, certains disparurent sans laisser de traces. Le premier à mourir fut le lieutenant-chef Boris Kovalov, le 2 avril. Il avait 31 ans. Il combattait depuis le premier jour de la guerre, avait effectué 312 sorties de combat. Kovalev était le mentor de Dragounov, lui enseignait toutes les subtilités des vols de nuit. Il volait souvent en paire. Kovalev devant, Dragounov derrière, Boris parlait de sa famille à Voronej, de sa femme et de ses 2 filles, montrait des photos. Cette nuit-là, Dragounov vit comment le chasseur allemand surgit de l'obscurité, tira une longue rafale sur l'avion de Kovalev. Le contreplaqué s'enflamma comme une allumette. La structure en bois, recouverte de toile, imprégnée de vernis, brûlait instantanément. L'avion s'écrasa dans un champ, près de la Stanitsa Krimskaya. Quand l'équipe au sol arriva sur place, il ne restait de l'appareil que des débris calcinés, et les corps de l'équipage étaient impossibles à identifier. Le 5 avril, le lieutenant Semyon Golubev ne revint pas, 24 ans, originaire de Rostov dans l'aviation depuis 1 an et demi. Un gars joyeux, qui plaisantait toujours avant le décollage, disait que la peur se vainc par le rire. Son avion fut repéré par les projecteurs. Le chasseur de nuit allemand le rattrapa juste au-dessus de la ligne de front. Des témoins au sol virent l'éclair de l'explosion à une hauteur d'environ 800 mètres. Les débris tombèrent pendant 1 minute, aspergeant les positions d'une pluie de fragments enflammés. Le 7 avril, le sous-lieutenant Piotr Sidorov et son navigateur le sergent Nikolai Belov, 20 et 19 ans, tous 2 de Krasnodar, amis d'enfance, entraient ensemble à l'école de pilotage, affectés ensemble dans le même régiment. Ils furent abattus au retour, alors qu'ils pensaient déjà que la mission était achevée avec succès. Le Focke-Wulf allemand les rattrapa au-dessus de la bande neutre. L'avion tomba dans un marais. Les corps ne furent retrouvés qu'1 semaine plus tard. Le 9 avril, le capitaine Andreï Morozov, commandant d'escadrille, 33 ans, vétéran, décoré de l'ordre du drapeau rouge pour 340 sorties de combat. Pilote très expérimenté qui connaissait le ciel au-dessus du Kouban, comme ses 5 doigts, il fut abattu au-dessus de la péninsule de Taman. Le chasseur allemand attaqua par le haut. Le Po-2 se disloqua en vol sous l'impact des obus de 20 mm. Ainsi cela continuait nuit après nuit. Le problème résidait dans la physique de base et l'aérodynamique. Le Messerschmitt Bf 109 était l'un des meilleurs chasseurs de l'époque. Vitesse maximale 570 km/h, vitesse ascensionnelle 15 mètres par seconde, armement, 2 canons de 21 mm MG 151 et 2 mitrailleuses de 7 mm MG 17. Contre le Po-2 avec sa construction en contreplaqué et sa vitesse de 150 km/h, c'était un overkill évident. Les pilotes allemands utilisaient la tactique standard d'interception nocturne. Ils patrouillaient l'espace aérien au-dessus de la ligne de front, s'orientaient au son des moteurs des biplans soviétiques, aux éclairs du feu antiaérien, aux incendies au sol. Ayant repéré la cible, le chasseur descendait, accélérait et attaquait à une vitesse d'environ 350 km/h, ouvrant le feu à une distance de 300 à 500 mètres. Pour le Po-2, c'était un arrêt de mort. Le biplan ne pouvait pas s'échapper. Il était trop lent, ne pouvait pas monter plus haut. Son plafond n'était que de 3000 mètres et le Messerschmitt grimpait facilement à 7000. Il ne pouvait pas riposter. La plupart des Po-2 n'avaient même pas d'armes, seulement des bombes. La tactique d'évasion standard prescrivait, lors de la détection d'un chasseur, de descendre au ras du sol et d'essayer de se perdre dans l'obscurité en volant entre les arbres et les collines. Parfois cela fonctionnait, mais le plus souvent les pilotes allemands, ayant l'avantage de vitesse, rattrapaient la foule Po-2 même en vol rasant et le criblage de balles à bout portant. À la mi-avril, le moral du régiment était critique. Les pilotes continuaient à partir en mission. Un ordre est un ordre, la guerre est la guerre. Mais chacun comprenait que les chances de revenir diminuaient chaque nuit. Les chasseurs de nuit allemands régnaient dans le ciel, en toute impunité. Dragounov se souvenait des visages de tous les camarades tombés. Il se souvenait de leurs voix, de leurs plaisanteries, de leurs histoires sur la maison. Après chaque perte, il ne pouvait pas dormir.
restait allongé sur sa couchette dans la tranchée et essayait de comprendre s'il existait le moindre moyen de s'opposer aux chasseurs allemands sur ce contreplaqué volant qu'on appelait avion. Le commandement essayait différentes solutions. Ils augmentèrent l'altitude des vols, mais alors la précision du bombardement diminuait, et les chasseurs allemands rattrapaient facilement le Po-2, même à haute altitude. Ils essayèrent de voler en grands groupes, mais l'entassement des avions ne faisait que simplifier la tâche des pilotes allemands. Ils pouvaient en une sortie abattre 2 ou 3 Po-2. On proposa de voler à l'aube ou au crépuscule, mais alors on perdait le principal avantage du biplan, sa discrétion dans l'obscurité totale. Le 15 avril, lors du rassemblement du soir, le commandant du régiment, le colonel Igor Vlasov, s'adressa aux pilotes. Il avait 46 ans, cheveux gris, yeux fatigués d'un homme qui avait vu trop de morts. Vlasov avait combattu déjà pendant la guerre civile, puis en Espagne, puis en Finlande. Maintenant, il traversait la Seconde Guerre mondiale. Il regardait les jeunes pilotes devant lui et voyait en chacun d'eux quelqu'un qu'il avait déjà enterré. « Camarade pilote Kama, commença Vlasov. Sa voix était rauque à force de fumer constamment de la Makhorka. La situation est difficile, les pertes sont importantes. Les Allemands ont obtenu l'avantage dans le ciel nocturne, mais nous ne pouvons pas cesser les vols. Chacune de nos bombes larguées sur les positions allemandes sauve la vie de nos fantassins. Chaque entrepôt brûlé, chaque véhicule détruit, c'est un obus allemand de moins qui aurait pu tuer nos gaz au sol. » Vlasov se tut, puis continua. « Je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas comment résoudre ce problème. J'ai demandé au commandement des chasseurs de couverture, mais on m'a refusé. Nous avons peu de chasseurs de nuit, et ils sont nécessaires pour la défense des grandes villes. J'ai demandé des canonniers anti-aériens avec des radars. Refus également. Les radars sont nécessaires sur des axes plus importants, nous sommes seuls. Nous n'avons que nos Po-2, notre courage et notre ingéniosité. » Il parcourut du regard la rangée de pilotes. Si quelqu'un a des idées sur la façon de s'opposer aux chasseurs de nuit allemands, parlez, toutes les propositions. Nous essayerons tout. Silence. Les pilotes échangèrent des regards, mais personne n'osait parler. Que pouvaient-ils proposer ? Toutes les solutions évidentes avaient déjà été essayées. Il ne restait qu'à voler, espérer la chance et prier pour que le chasseur allemand apparaisse près de quelqu'un d'autre, et non près de soi. Dragounov se taisait également, mais dans sa tête commençait déjà à se former une idée étrange, folle, qui lui était venue 3 jours auparavant, lorsqu'il observait les vols d'entraînement de jeunes cadets sur l'aérodrome. Le 16 avril, dans la journée, alors que la plupart des pilotes se reposaient après les sorties nocturnes, Dragounov ne pouvait pas dormir. Il sortit de la tranchée et se dirigea vers le terrain d'aviation, espérant que l'air frais éclaircirait sa tête. Sur l'aérodrome se trouvaient plusieurs Po-2 qui étaient utilisés pour la formation de nouveaux navigateurs. L'instructeur, un vieux capitaine nommé Gromov, faisait tourner les cadets en rond, les obligeant à pratiquer les atterrissages. Dragounov s'assit sur une bûche, près du hangar, et alluma une cigarette, observant les vols. L'un des cadets était manifestement nerveux. Son Po-2 allait à l'atterrissage trop vite. À une hauteur de 15 mètres, le cadet donna plein gaz, tentant de remonter pour un deuxième tour, mais le fit trop brusquement. L'avion piqua du nez, perdit de la vitesse, commença à chuter. Dragounov bondit, prêt à voir une catastrophe, mais Gromov réussit à réagir. Il reprit les commandes, donna plein gaz, redressa l'appareil littéralement à 1 mètre du sol. Le Po-2 glissa au-dessus de l'herbe, prit lentement de la vitesse, remonta pour un tour. Dragounov entendit comment Gromov hurlait dans l'interphone. Quand tu donnes plein gaz à faible vitesse et basse altitude, l'avion perd sa portance. Physique, mais bon sang, aérodynamique. À une vitesse inférieure à 80 km/h, le Po-2 n'obéit presque plus aux gouvernes. Retiens ça une fois pour toutes. Et c'est là que Dragounov eut l'illumination. Il se figea avec sa cigarette à la main, regardant le Po-2 qui s'éloignait. Dans sa tête se connectèrent les observations éparses des dernières semaines. Le Messerschmitt Bf 109 avait une vitesse minimale de vol d'environ 180 km/h. En dessous de cette vitesse, le chasseur perdait sa maniabilité et commençait à partir en vrille. C'était une limitation de base de tous les chasseurs rapides de l'époque. Charge à l'air élevée, vitesse d'atterrissage élevée, gamme étroite de vitesse de fonctionnement. Le Po-2, au contraire, pouvait voler à une vitesse de 80
à 152 km/h. Ses énormes ailes et son faible poids lui permettaient littéralement de rester suspendu dans l'air avec une poussée minimale. Que se passerait-il si le pot 2 à basse altitude réduisait brusquement sa vitesse à 80 km/h juste devant un Messerschmitt attaquant? Le pilote allemand, volant à une vitesse de 300 km/h, ne pourrait pas réduire sa vitesse instantanément. Il passerait à côté, mais s'il essayait de se retourner en suivant le pot 2, il devrait réduire sa vitesse. Et à une vitesse inférieure à 180 km/h à basse altitude dans des conditions nocturnes, le Messerschmitt deviendrait incontrôlable. Il partirait soit en vrille, soit s'écraserait au sol en essayant de maintenir l'appareil en l'air. C'était un piège. Un piège mortel pour les chasseurs allemands, construit sur de la simple physique. Dragunov jeta sa cigarette et courut vers son avion. Il devait vérifier cette théorie. Pas au combat, il n'était pas suicidaire, mais au moins en conditions diurnes, à une altitude sûre. Les 2 heures suivantes, Dragunov pratiqua les réductions brusques de vitesse sur son pot 2. Il décollait, prenait 300 mètres d'altitude, accélérait à 140 km/h, puis coupait brusquement les gaz, levait le nez, réduisait la vitesse à 80 km/h en quelques secondes. Le pot 2 obéissait parfaitement. Oui, à vitesse minimale, il devenait mou. Les gouvernes fonctionnaient doucement, mais il restait entièrement contrôlable. Dragunov pouvait maintenir l'altitude, pouvait tourner lentement, pouvait remettre les gaz et reprendre de la vitesse. Il imaginait comment le Messerschmitt fonçait derrière à 300 km/h, visait avec ses canons, et soudain, le pot 2 se figeait littéralement dans l'air devant lui. Le pilote allemand dépassait, essayait de se retourner, réduisait sa vitesse, perdait le contrôle. Cela pouvait fonctionner. Non, cela devait fonctionner. Après l'entraînement, Dragunov alla voir le commandant du régiment. Vlasov l'écouta en silence, tirant sur sa Makhorka. Quand Dragunov finit son explication, le colonel le regarda longuement, sans dire un mot. « Tu comprends que si tu te trompes d'une seconde, tu partiras en vrille à basse altitude. Tu n'auras pas le temps de te redresser », demanda finalement Vlasov. « Je comprends, camarade colonel, » répondit Dragunov. « Tu comprends que le pilote allemand peut te cribler de balles avant même que tu commences la manœuvre ? Je comprends. Et tu veux quand même essayer ? Je veux, camarade colonel, parce que sinon nous mourrons tous un par un, nuit après nuit. Au moins, comme ça, il y a une chance. » Vlasov écrasa sa Makhorka. « Bien, cette nuit tu voleras seul, sans navigateur. Moins de poids, meilleure maniabilité. Mission ordinaire, bombarder les entrepôts près de la Stanitsa Varenikovskaya. Si tu rencontres un chasseur de nuit allemand, tu essaieras ta tactique. Mais Dragunov, rappelle-toi, ta tâche est de revenir vivant. Si tu sens que la manœuvre ne marche pas, laisse tomber et descends au sol de la manière habituelle. Compris ? Parfaitement. Et encore, si tu reviens et que ça marche, tu enseigneras aux autres. Si tu reviens et que ça ne marche pas, au moins tu raconteras pourquoi. Si tu ne reviens pas, Vlasov se tue. Si tu ne reviens pas, j'écrirai à ta mère que tu es mort en héros, défendant la patrie. Dragunov se mit au garde à vous. Je reviendrai, camarade colonel. Je reviendrai obligatoirement. Le 27 avril 1943, de nuit, Dragunov prit place dans le cockpit de son pot 2. L'avion était allégé. Au lieu du navigateur habituel dans la cabine arrière, il n'y avait que des bombes. 6 bombes explosives à fragmentation AO25 de 25 kg chacune. Poids total de la charge, 150 kg au lieu des 200 habituels. Le mécanicien-chef de service Vassili Krotov aida Dragunov à s'attacher. Vassili entretenait ce pot 2 particulier depuis déjà 8 mois. Il connaissait chaque vis. « Ivan Petrovitch, le moteur est en excellent état, dit-il. Plein d'air à bord, 100 litres. Cela te donnera 4 heures et demie de vol. J'ai vérifié les magnétos 2 fois. Les gouvernails sont graissés, les câbles tendus, la machine comme neuve. Merci, Vassilitch. » Dragunov serra la main du mécanicien. « Prends-en soin pour moi, je reviendrai. Reviens, commandant, mais vivant. Tu entends ?» À 2h50, Dragunov lança le moteur, M11. Le moteur en étoile à 5 cylindres d'une puissance de 125 chevaux vapeur se mit à crépiter. Tout ça, puis fonctionna régulièrement. Son familier semblable au claquement d'une machine à coudre. C'est précisément pourquoi les Allemands avaient surnommé le pot 2 la machine à coudre. À 2h57, Dragunov décolla du sol.
Le pot 2, lentement prenant de l'altitude, son hélice en bois fendait paresseusement l'air nocturne. Vitesse 120 km/h, altitude 200 mètres, cap 230 degrés au sud-ouest, vers les positions allemandes. La nuit était sombre, pas de lune, nuages hauts. Conditions idéales pour un bombardier nocturne. Les Allemands auraient du mal à le repérer visuellement. Mais pour Dragunov aussi, il était plus difficile de s'orienter. Il volait au compas et de mémoire, vérifiant de temps en temps le paysage en dessous, reconnaissant les rivières, les routes, certaines localités. Après 23 minutes de vol, apparut la ligne de front. Elle était facile à reconnaître. Éclairs de pièces d'artillerie, balles traçantes, fusées éclairantes. La guerre ne dormait jamais, même la nuit. Dragunov monta à 800 mètres pour passer au-dessus de la zone de tir antiaérien. Plusieurs projecteurs allemands commencèrent à fouiller le ciel, essayant de le trouver. Les faisceaux lumineux glissaient de ci de là, mais le pot 2 était trop petit et trop haut pour eux. La DCA ouvrit le feu au hasard, tirant dans l'obscurité. Dragunov voyait les traceurs passer à côté, entendait les détonations sourdes de obus quelque part sur le côté. Rien de grave, routine habituelle. Il traversa la ligne de front et continua vers l'ouest, vers l'objectif. Le village de Varenikovskaya, l'entrepôt allemand de munitions à 3 km au sud. Selon les renseignements, on y stockait des obus pour l'artillerie, des mines, des cartouches. Bonne cible. À 3h23, Dragunov commença à descendre. 600 mètres, 500, 400. Devant se devinaient les lumières du village. Il alla sur la gauche. Et maintenant, l'entrepôt. Il devait y avoir des tentes, des camions, des gardes. Et là, il entendit le son qu'il cherchait et craignait à la fois. Le son sifflant aigu d'un puissant moteur d'avion, quelque part derrière et au-dessus. Un son ne ressemblant à rien d'autre. Daimler-Benz DB 601. Un V inversé 12 cylindres, d'une puissance de 1150 chevaux vapeur. Messerschmitt. Dragunov sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Voilà, le moment de vérité. Soit sa théorie était juste, soit dans quelques secondes il deviendrait un autre nom sur la liste des pertes. Il ne se retourna pas. Inutile. De toute façon, on ne voit rien dans le noir. Au lieu de cela, il se concentra sur les instruments et sur les sensations de l'avion. Altitude 350 mètres, vitesse 130 km/h. Le moteur fonctionne régulièrement. Le son du Messerschmitt devenait plus fort. Le pilote allemand s'approchait, voyait certainement déjà le pot 2. Le biplan soviétique était une silhouette sombre sur le fond d'un ciel légèrement plus clair. Dragunov avait entendu les récits de pilotes survivants. Les Allemands attaquaient généralement par derrière et par-dessus, descendant sous un angle d'environ 30 degrés, accélérant à 300-350 km/h. Ils ouvraient le feu à une distance d'environ 400 mètres et le maintenaient 5-6 secondes jusqu'à une distance de 150 mètres. Puis ils montaient pour ne pas percuter le pot 2. Donc il aurait une fenêtre d'environ 3-4 secondes entre le moment où l'Allemand commencerait à tirer et le moment où les projectiles atteindraient le pot 2. Cela devrait suffire. Le hurlement du Messerschmitt devint assourdissant. Quelque part derrière, 400-500 mètres, peut-être un peu plus près. Maintenant l'Allemand appuierait sur la détente. Et Dragunov vit les éclairs. 2 canons MG 150 et 1 ouvrirent le feu. Les traceurs volèrent vers lui. Lignes oranges dans la nuit, belles et mortelles. Dragunov agit instantanément, par pur instinct, perfectionné pendant la journée, lors de l'entraînement. Gaz au minimum, manche vers soi. Le pot 2 se cabra. La vitesse commença à chuter, 130, 120, 110, 100. Les traceurs passèrent l'aileron sous lui. Le pilote allemand visait le point où le pot 2 devait être dans une seconde, mais le pot 2 n'y était déjà plus. Il avait ralenti, presque arrêté dans les airs. 85 km/h. Le pot 2 plana. Ses énormes ailes maintenaient la machine sur pure portance. Les gouvernails devinrent mous, mais répondaient. Dragunov sentait chaque rafale de vent, chaque changement de flux. Le Messerschmitt passa à côté. Dragunov vit sa silhouette. Long, étroit, mortellement beau, le chasseur passa à droite, à environ 5 mètres. La vitesse de l'Allemand était probablement de 322 km/h. Il avait complètement raté. Maintenant commençait le plus intéressant.
Dragunov vit le Messerschmitt commencer à virer. Le pilote allemand ne voulait pas lâcher sa proie. Il s'inclinait à gauche, essayant de faire demi-tour à 180 degrés pour attaquer à nouveau. Mais pour cela, il devait réduire sa vitesse. À 300 km/h, le rayon de virage du Messerschmitt était énorme, plus d'1 kilomètre. L'Allemand réduisit les gaz, essayant de faire un virage plus serré. Et c'est là que la physique le trahit. Dragunov ne vit pas exactement ce qui s'était passé, mais il entendit. Le hurlement du moteur du Messerschmitt changea, devint irrégulier. Le pilote allemand perdit de la vitesse trop rapidement, essayant de virer vers le pot 2. La vitesse chuta sous la vitesse critique. À une altitude d'environ 250 mètres, dans un virage serré, dans des conditions nocturnes. Le Messerschmitt décrocha en vrille. Dragunov entendit le son qu'il se rappellerait toute sa vie. Le sifflement aigu de l'air passant à travers les débris des surfaces de contrôle d'un avion incontrôlé. Puis l'impact. Un impact sourd et lourd de métal contre terre. Un éclair d'explosion illumina le champ en dessous pendant 1 seconde. Le chasseur allemand s'écrasa au sol à pleine vitesse. De l'impact, les restes de carburant dans les réservoirs explosèrent. Une boule de feu s'éleva à une trentaine de mètres. Dragunov plana dans les airs, regardant les débris enflammés. Ses mains tremblaient, pas de peur, d'adrénaline, de la réalisation que ça avait marché. Sa théorie folle avait marché. Il donna lentement du gaz. Le pot 2 reprit docilement de la vitesse, sortit du ralentissement. 100 km/h, 120, 140. Dragunov se tourna vers l'objectif. L'entrepôt n'avait pas bougé. La mission devait être accomplie. 10 minutes plus tard, il trouva l'entrepôt allemand de munitions, effectua un bombardement depuis une altitude de 400 mètres, largua toutes les 6 bombes en salve, vit les éclairs d'explosion, des détonations secondaires, ce qui signifiait qu'il avait touché les munitions. Bon travail. Fit demi-tour vers l'est, vers la ligne de front, vers les siens, vola à une altitude de 500 mètres, vitesse 140 km/h. Ne rencontra plus de chasseurs allemands. À 4 heures, 11 minutes, le pot 2 de Dragunov toucha les roues sur la terre natale. L'atterrissage fut doux comme une plume. Il roula jusqu'au parking, coupa le moteur. Ce n'est que lorsque le moteur se tut que Dragunov réalisa qu'il était complètement trempé de sueur. Les mains tremblaient encore. Il sortit de la cabine, les jambes flageolaient. Le mécanicien Krotov accourut en premier. « Commandant, vivant, je te l'avais dit que tu reviendrais. » Puis il regarda de plus près. « Écoute, pourquoi es-tu si pâle ? Tout va bien ? Tu es-tu blessé ?»« Pas blessé. » Dragunov s'appuya contre le fuselage du pot 2. « Vassilitch, ça a marché, tu comprends. Ça a marché. Un chasseur de nuit allemand m'a attaqué. J'ai fait comme prévu. Il a décroché en vrille, s'est écrasé. » Krotov resta silencieux 10 secondes, assimilant l'information. « Tu veux dire que tu as abattu un Messerschmitt sur un pot 2 ? Je ne l'ai pas abattu, il s'est écrasé lui-même. » J'ai juste aidé la physique. Le commandant du régiment Vlasov s'approcha de l'avion. Il avait entendu les derniers 2 mots. Dragunov rapporte la situation en détail. Les 20 minutes suivantes, Dragunov raconta tout en détail. Comment il avait entendu le Messerschmitt, comment il avait réduit sa vitesse, comment l'Allemand avait raté, comment il avait essayé de virer, comment il avait décroché en vrille. Vlasov écouta en silence, posant de temps en temps des questions de clarification. Quand Dragunov eut terminé, le colonel alluma de la Makhorka, tira profondément. « Donc tu dis que l'Allemand s'est écrasé tout seul. Tu ne l'as pas abattu. »« C'est exact, camarade colonel. Je n'ai même pas tiré. Je n'ai même pas d'arme à bord. »« Bien. Et où s'est-il écrasé ?»« Environ 3 km au sud du village de Varenikovskaya, dans un champ ouvert. J'ai vu l'éclair de l'explosion. » Vlasov hocha la tête. « Demain matin, nous enverrons une reconnaissance qu'il vérifie. S'il trouve les débris d'un chasseur allemand, ce sera la confirmation. » Il regarda Dragunov. « Si ça fonctionne vraiment comme tu le décris, nous devons enseigner ça à tout le régiment. Prêt à enseigner, camarade colonel. »« Excellent. Va te reposer. Ce soir, tu donneras des cours à tous les pilotes. Théorie et pratique. Et demain soir, quelqu'un d'autre essaiera ta méthode. Si ça marche une 2e fois, alors ce n'est pas un hasard. » Dragunov se dirigea vers la tranchée. Le corps réclamait du sommeil, mais dans sa tête, l'adrénaline bouillonnait encore. Il s'allongea sur le lit de camp, ferma les yeux, mais vit immédiatement les traceurs orange volant dans l'obscurité. Entendit le hurlement du Messerschmitt qui tombait. Il ne s'endormit qu'au petit matin,
quand dans les tranchées, on commençait à préparer le petit déjeuner et que ça sentait la bouillie et la macorca. Le soir du 27 avril, tous les pilotes du régiment se réunirent dans une grande tranchée qui servait de salle de briefing. 42 personnes, 21 équipages. Le commandant du régiment Vlasov se tenait près d'un tableau improvisé sur lequel des schémas étaient dessinés à la craie. « Camarade pilote, Nabazat, commença-t-il. Cette nuit, le sous-lieutenant Dragunov a appliqué une nouvelle tactique contre un chasseur de nuit allemand. Résultat, un Messerschmitt abattu sans un seul coup de feu. Ce matin, notre reconnaissance a trouvé les débris. Confirmé. Un Bf-109 allemand s'est écrasé suite à un décrochage en vrille à basse altitude. Un murmure parcourut la tranchée. Les pilotes s'entre-regardaient. Quelqu'un ricana avec incrédulité. Le lieutenant principal, Mikhail Sokolov, pilote expérimenté avec 290 sorties, leva la main. « Camarade colonel, je ne comprends pas comment un pot 2 peut abattre un chasseur, c'est impossible. C'est précisément pour cela que j'ai demandé à Dragunov de vous expliquer la méthode. » Vlasov fit signe à Ivan. « Vas-y, lieutenant, raconte. » Dragunov s'avança. Il sentait sur lui des dizaines de regards sceptiques. Les comprenait. Lui-même n'aurait pas cru s'il ne l'avait pas expérimenté sur sa propre peau. « Camarade, commença-t-il, l'essence de la méthode est simple. Nous utilisons le principal défaut des chasseurs allemands contre eux-mêmes. Le Messerschmitt était rapide, mais il ne peut pas voler lentement. Sa vitesse minimale de vol est d'environ 180 km/h. En dessous, il perd sa portance. Dragunov s'approcha du tableau, prit la craie. Le pilote allemand nous attaque par derrière et par-dessus. Sa vitesse 300-350 km/h. Il s'attend à ce que nous volions à une vitesse de 130-140 km/h. Il vise un point d'anticipation. Il dessina un schéma simple. 2 avions, des trajectoires, des flèches. Mais que se passera-t-il si nous réduisons brusquement notre vitesse à 80-90 km/h au moment où l'Allemand commence à tirer? Nous décrochons en vrille, dit quelqu'un? Non. Dragunov secoua la tête. Le pot 2 peut voler à 80 km/h. C'est dans ses caractéristiques de vol. Oui, il devient mou, les gouvernails répondent mollement, mais il reste contrôlable. L'Allemand passe à côté parce que nous ne sommes plus là où il visait. Et ensuite ? Demanda Sokolov. Et ensuite, l'Allemand essaie de virer pour une attaque répétée, mais pour un virage serré, il doit réduire sa vitesse. Et c'est là que commence le problème. S'il réduit sa vitesse trop fortement, surtout à basse altitude, dans des conditions nocturnes quand il est difficile de contrôler la position par rapport à l'horizon, il peut facilement décrocher en vrille. Dragunov parcourut l'auditoire du regard. Je ne dis pas que c'est une manœuvre sans danger. Elle exige de la précision. Il faut réduire la vitesse brusquement, mais pas trop brusquement. Il faut maintenir le pot 2 au bord du décrochage, mais ne pas franchir cette limite. Il faut sentir la machine. Silence. Puis Sokolov leva à nouveau la main. Et si l'Allemand est expérimenté, s'il n'essaie pas de virer, mais monte simplement, prend de l'altitude et attaque à nouveau, alors nous répétons la manœuvre, répondit Dragunov. Chaque fois qu'il attaque, nous réduisons la vitesse. Tôt ou tard, soit il abandonnera et partira, soit il fera une erreur. Et nous, entre-temps, nous approchons progressivement de la ligne de front, de la zone d'action de notre DTCA. Vlasov intervint. Je comprends que ça semble étrange. Moi-même, je n'y croyais pas avant de voir les débris. Mais le fait demeure. Un chasseur allemand s'est écrasé et ça nous donne une chance. C'est pourquoi demain soir, 3 autres pilotes essaieront cette méthode. Des volontaires. Plusieurs mains se levèrent immédiatement. Sokolov était parmi les premiers. J'essaierai, camarade colonel. Bien. Sokolov plus le lieutenant Petrov et le sous-lieutenant Semenov. Demain, dans la journée, Dragunov mènera avec vous et des entraînements pratiques. Vous travaillerez la réduction brutale de vitesse à altitude de sécurité. Les autres observent et apprennent. Les 3 jours suivants, Dragunov mena des entraînements, apprit aux pilotes à sentir la limite entre vol contrôlé et décrochage, montra comment réduire correctement les gaz, comment travailler les gouvernails à vitesse minimale, comment rétablir rapidement le régime de vol normal. Tous ne réussirent pas tout de suite. Le sous-lieutenant Semenov faillit décrocher en vrille 2 fois pendant l'entraînement, mais progressivement tous les 3 maîtrisèrent la technique de base. Le 1er mai 1943, le lieutenant principal Sokolov rencontra un chasseur de nuit
allemand au-dessus de la péninsule de Taman. Appliqua la méthode de Dragunov. Un Focke-Wulf F, W-190 allemand, décrocha en vrille à une altitude de 300 mètres et s'écrasa. Deuxième confirmation. Le 3 mai, le lieutenant Petrov abattit de la même manière un autre Messerschmitt. À la mi-mai, tout le régiment maîtrisa la nouvelle tactique. Dragunov menait des cours par groupe chaque jour de 6-8 personnes, montrait, expliquait, entraînait. Certains avaient tout besoin de plus de temps, d'autres saisissaient au vol. Mais le résultat était le même. Les pilotes obtinrent une arme contre les chasseurs de nuit allemands. Le commandement allemand remarqua les changements. Les pertes de bombardiers nocturnes soviétiques chutèrent brutalement. En revanche, leurs propres chasseurs commencèrent à tomber. Au début, les Allemands pensèrent que c'était des pannes techniques. 3 Messerschmitt et 2 Focke-Wulf en 2 semaines. Tous s'écrasèrent avec la nuit dans des circonstances inexpliquées. Mais ensuite, l'un des pilotes allemands revint de mission et rapporta quelque chose d'étrange. Il avait attaqué un Po-2 soviétique. Mais celui-ci avait soudainement ralenti dans les airs. L'Allemand passa à côté, essaya de virer, faillit décrocher en vrille, parvint à peine à redresser sa machine tout près du sol. Le Po-2, entre-temps, s'envola tranquillement. Les pilotes allemands commencèrent à recevoir des avertissements. Lors de l'attaque contre un Po-2, respectez une altitude de sécurité, pas moins de 500 mètres. N'essayez pas de suivre la cible si elle réduit brusquement sa vitesse. Montez, prenez de l'altitude, attaquez à nouveau depuis une distance de sécurité. Mais ces avertissements réduisaient l'efficacité des chasseurs de nuit allemands. Si on attaque depuis 500 mètres, la précision du tir chute. Si après un tir manqué on monte et qu'on ne poursuit pas, le Po-2 obtient le temps de s'échapper, de se cacher dans l'obscurité, d'aller vers la ligne de front. Fin mai, 9 chasseurs allemands s'écrasèrent en rencontre avec des Po-2. Les 9 sans un seul dommage dû à des balles ou obus. Les 9 suite à un décrochage en vrille à basse altitude. 8 de ces 9 victoires appartenaient à un seul pilote, le sous-lieutenant Ivan Petrovitch Dragunov. La première victoire, il la remporta le 27 avril, la deuxième le 3 mai quand il fut à nouveau attaqué par un Messerschmitt. Cette fois, le pilote allemand fut plus prudent. Après le premier tir manqué, il monta, essaya d'attaquer par le côté. Dragunov réduisit à nouveau sa vitesse au moment critique. L'Allemand fit 3 passes, à la troisième il perdit patience, essaya de virer trop serré, décrocha, tomba dans le fleuve Kuban. Le 6 mai, troisième victoire. Le Focke-Wulf, pilote expérimenté qui tentait d'attaquer par en dessous pour éviter le piège, cela n'aida pas. Dragunov le vit, releva brusquement le nez du Po-2, ralentit à 70 km/h au bord même du décrochage. L'Allemand passa à côté, commença à prendre de l'altitude pour une attaque répétée, mais en accélération tira trop sur le manche. Le FW-180-10 décrocha sur l'aile et s'écrasa en vrille. Le 8 mai, 4e et 5e victoire en une seule nuit. 2 Messerschmitt attaquèrent Dragunov simultanément, tentant de le prendre en tenaille. Il réduisit la vitesse si brusquement que les 2 Allemands passèrent. L'un partit à droite, le second à gauche. Ils tentèrent de virer face à face, se heurtèrent en l'air, tombèrent ensemble avec leurs débris enchevêtrés. Le 12 mai, 6e victoire. Le 17, 7e. Le 22, 8e. Dragunov remporta sa 9e victoire le 26 mai 1943. C'était l'Oberleutnant Werner Hoffmann, AGOAT avec 31 victoires, chevalier de la Croix de Fer, l'un des meilleurs chasseurs de nuit de la Luftwaffe sur le Kuban. Hoffmann chassait Dragunov spécialement. Il avait entendu les récits d'autres pilotes, sur le Po-2 soviétique, qui abattaient des chasseurs par d'étranges manœuvres. Hoffmann ne croyait pas. Il pensait que ses collègues paniquaient simplement, perdaient le contrôle par leurs propres erreurs. Cette nuit-là, Hoffmann intercepta le Po-2 de Dragunov au-dessus du village de Slavianskaya. Il attaqua d'une altitude de 700 mètres, vitesse 320 km/h. Tira une longue rafale des 2 canons. Dragunov réduisit la vitesse à 75 km/h. Le Po-2 restait suspendu dans l'air, tremblait à chaque rafale de vent, mais tenait. Hoffmann passa, monta, atteignit 1000 mètres, vira, attaqua de nouveau, cette fois plus lentement, 280 km/h, tentant de se laisser plus de temps pour viser. Dragunov répéta la manœuvre. Hoffmann rata encore. 3e attaque. Hoffmann était furieux. Ce maudit avion de bois se moquait de lui. Il réduisit encore la vitesse.
240 km/h. Parti à l'approche presque au contact. Dragunov attendait jusqu'à la dernière seconde. Voyait les traceurs volant vers lui. Voyait la silhouette du Messerschmitt, la croix noire sur l'aile. Maintenant, gaz au minimum, manche à soie. Le pot 2 se dressa presque verticalement. La vitesse chuta à 60 km/h. Pendant une seconde, Dragunov pensa qu'il en avait trop fait, qu'il allait décrocher maintenant. Mais la machine tenait. Hoffmann passa à 20 mètres sur la gauche. Dragunov vit son visage dans le cockpit, tache blanche derrière la vitre. L'Allemand tenta de virer, donna plein gaz, commença un virage serré et perdit le contrôle. À une vitesse d'environ 200 km/h, à une altitude de 200 mètres dans un virage serré, le Messerschmitt d'Hoffmann entra en vrille plate. L'avion commença à tourner autour de l'axe vertical, tombant comme une feuille. Hoffmann était un pilote expérimenté. Il tenta de sortir de la vrille, donna du pied contre la rotation, manche en avant, gaz au minimum. Procédure standard, mais l'altitude ne suffisait pas. 200 mètres, 150, 100. Le Messerschmitt heurta le sol par l'aile gauche, bascula, explosa. L'Oberleutnant Werner Hoffmann mourut instantanément. Dragunov donna des gaz, ramena le pot 2 en vol normal. 9 chasseurs allemands. Tous abattus sans un seul coup de feu, toutes victimes de la physique et de leur propre arrogance. Le lendemain matin, le général-major de l'aviation Pavel Djigarev, commandant de l'armée aérienne du front du Caucase, arriva au quartier général du régiment. Avec lui vinrent 2 journalistes du journal Étoile Rouge et un opérateur de cinéma militaire. Vlasov rassembla le régiment. Djigarev passa les rangs et s'arrêta devant Dragunov. « Lieutenant Junior Dragunov. »« Oui, camarade général-major. »« J'ai entendu parler de vos exploits, lieutenant. 9 chasseurs ennemis. C'est sans précédent. Racontez-moi comment vous faites cela. » Dragunov raconta. Brièvement, militairement, sans détails superflus. Djigarev écoutait en hochant la tête. Quand Dragunov termina, le général se tourna vers son aide de camp. « Avez-vous noté ?»« Oui, camarade général. »« Excellent. Préparez immédiatement un manuel méthodologique sur la tactique de Dragunov. Diffusez-le dans tous les régiments d'aviation de bombardement de nuit sur le front. Que tout s'apprenne. » Djigarev regarda de nouveau Dragunov. « Lieutenant, vous avez accompli quelque chose de remarquable. Vous avez transformé un avion d'entraînement en arme contre les meilleurs, chasseurs de l'ennemi. Vous avez prouvé que le cerveau est plus important que le fer. Au nom du commandement du front, je vous annonce des félicitations et vous propose pour la décoration de l'ordre du drapeau rouge. » Il tendit la main. Dragunov la serra, s'efforçant de ne pas montrer son émotion. En juin 1943, la tactique de Dragunov fut incluse dans le manuel officiel sur l'emploi au combat des bombardiers de nuit pot 2. Elle fut enseignée dans toutes les écoles de pilotage formant les équipages pour l'aviation de nuit. À la fin de la guerre, la méthode de Dragunov était appliquée par des centaines de pilotes soviétiques. Les statistiques étaient impressionnantes. Pendant la période de mai 1943 à mai 1945, utilisant cette tactique, les équipages de pot 2 abattirent 72 chasseurs de nuit allemands, sans un seul coup de feu. 72 chasseurs coûteux, complexes, meurtriers détruits par des biplans primitifs en bois et toile. Le commandement de la Luftwaffe sur le Kouban se trouva dans une situation difficile. En juin 1943, ils avaient là-bas perdu 14 chasseurs de nuit en 2 mois. C'était une statistique catastrophique. Une escadrille normale de chasseurs de nuit perdait 1-2 avions par mois de toute cause. Panne technique, accidents à l'atterrissage, feux antiaériens, rarement de collisions avec des chasseurs soviétiques. Mais 7 avions par mois, et tous de la même cause, c'était inouï. Le Hauptmann Erich Steiner, commandant de l'escadrille allemande de chasseurs de nuit, réunit une réunion. Le 15 juin, dans une grande tente sur l'aérodrome près d'Anapa, 12 pilotes étaient assis autour d'une table avec des cartes. Steiner était un vétéran de l'aviation de nuit de 44 ans, combattait depuis 1939, avait participé à la bataille d'Angleterre, volé en Afrique du Nord. À son actif 38 avions ennemis abattus. C'était un professionnel de sang-froid qui croyait en la technique, la tactique et la discipline. « Messieurs, commença-t-il en allemand, nous avons un problème. Au cours des 8 dernières semaines,
Nous avons perdu 14 appareils et 14 pilotes. Tous ont péri lors d'attaques sur les Po-2 soviétiques. Aucun d'eux n'a été abattu par le feu ennemi. Tous se sont écrasés suite à une perte de contrôle. Il balaya du regard l'assemblée, jeunes visages, yeux fatigués. Certains avaient 22-23 ans. Bons pilotes, passés par la stricte école de la Luftwaffe. Mais maintenant, ils étaient effrayés. Les pilotes soviétiques appliquent une nouvelle tactique, continua Steiner. Quand nous attaquons, ils réduisent brusquement la vitesse au minimum. Nous passons à côté. Quand nous tentons de virer et d'attaquer de nouveau, surtout à basse altitude, nous risquons d'entrer en vrille. L'Oberleutnant Kurt Müller leva la main. Il avait 26 ans. À son actif, 19 victoires. Hauptmann. Mais c'est une tactique primitive. Nous ne devons simplement pas les suivre à basse altitude, attaquer d'une altitude sûre. Si nous ratons, monter, prendre de l'altitude, attaquer de nouveau. Correct, acquiesça Steiner. Zapakodo. C'est exactement ce que je prescris dès aujourd'hui. Altitude d'attaque minimale 500 mètres. Après la première passe, indépendamment du résultat, montez à une altitude d'au moins 1000 mètres. Aucune tentative de suivre la cible à basse altitude. Aucun virage serré en dessous de 500 mètres. C'est un ordre. Mais ces restrictions avaient leur prix. Attaquer de 500 mètres en conditions nocturnes signifiait moins de précision de tir. Monter après avoir raté donnait au Po-2 le temps de se cacher dans l'obscurité, de rejoindre la ligne de front. L'efficacité des chasseurs de nuit allemands chuta de plus de moitié. Avant mai 1943, l'escadrille allemande abattait en moyenne 12-15 Po-2 par mois. Après l'introduction des nouvelles restrictions, ce nombre tomba à 5-6. Les bombardiers de nuit soviétiques obtinrent un répit. Ils pouvaient de nouveau voler avec une sécurité relative, bombarder les positions allemandes, démoraliser les troupes, détruire le matériel et les dépôts. L'impact sur le déroulement des opérations militaires fut significatif. Les soldats allemands au front se plaignaient des bombardements nocturnes constants. Ils ne pouvaient pas dormir normalement, toujours sur le qui-vive, toujours en tension. L'impact psychologique était énorme. Le son des moteurs du Po-2, ce battement caractéristique, toc toc toc, devint associé à la mort et aux nuits blanches. Un lieutenant allemand écrivait dans son journal « Les bombardiers de nuit russes sont de nouveau actifs. Chaque nuit, ils viennent, larguent leurs bombes, repartent impunis. Nos chasseurs ne peuvent plus les arrêter. On dit que les Russes ont inventé une nouvelle manœuvre à cause de laquelle nos pilotes s'écrasent. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais le fait demeure. Nous sommes de nouveau impuissants contre ces maudits avions de contreplaqué. La tactique de Dragunov se répandit sur tout le front. En juillet 1943, les régiments de bombardiers de nuit en Ukraine l'adoptèrent. En août sur le front biélorusse, à l'automne sur toute la ligne du front de l'Est. Partout les résultats étaient similaires. Les pertes de Po-2 causées par les chasseurs de nuit allemands diminuèrent considérablement. Les chasseurs allemands, eux, commencèrent à tomber avec une régularité effrayante. La Luftwaffe fut contrainte de modifier toute sa doctrine d'interception nocturne. Le lieutenant senior Mikhail Sokolov, qui fut l'un des premiers élèves de Dragunov, appliqua la tactique 8 fois pendant l'été-automne 1943. 4 fois les chasseurs allemands, après avoir raté, s'enfuirent simplement, ne risquant pas la poursuite. 3 fois, ils tentèrent d'attaquer de nouveau de grande altitude. Sokolov descendait vers le sol et se perdait dans l'obscurité. Et une fois, le 3 septembre au-dessus de Smolensk, un Focke-Wulf entra en vrille tentant de revenir vers le Po-2 de Sokolov. Le pilote périt. Le lieutenant Anatoly Petrov abattit ainsi 3 chasseurs allemands, le lieutenant junior Grigory Semyonov II. Sur tout le front, le compte se faisait en dizaines. Mais il y eut aussi des pertes. Tous les pilotes ne pouvaient pas exécuter correctement la manœuvre. Le lieutenant junior Vladimir Orlov, le 19 juillet, tenta d'appliquer la tactique de Dragunov, mais en fit trop. Réduisit la vitesse trop brusquement, le Po-2 entra en vrille. L'altitude ne suffisait pas pour sortir. Orlov périt avec le navigateur, sergent Fyodor Kuznetsov. Le capitaine Sergei Belov, le 22 août, exécuta la manœuvre correctement. Le chasseur allemand rata, mais Belov ne remarqua pas le second Messerschmitt qui attaquait de côté. Le Po-2 fut abattu par une longue rafale de canon. L'équipage périt. La tactique fonctionnait, mais elle n'était pas une panacée. Elle donnait une chance.
augmentaient les chances de survie, mais ne garantissaient pas la sécurité. La guerre restait la guerre. La mort restait proche à chaque mission. Dragunov continuait à voler. Pendant l'été 1943, il effectua encore 92 missions de combat. Bombarda les positions allemandes sur la péninsule de Taman, dans la région de Novorossiysk sous Krimsk. 9 fois, il fut attaqué par des chasseurs de nuit allemands. Chaque fois, il appliqua sa tactique. 3 fois, les Allemands s'enfuirent après la première passe, ratée. 5 fois, ils tentèrent d'attaquer de nouveau. Dragunov descendait vers le sol, manœuvrait dans l'obscurité, se cachait. Et une fois, le 27 août, encore un Messerschmitt entra en vrille et s'écrasa. 10e victoire. Le commandement proposa Dragunov pour le titre de héros de l'Union soviétique, mais la commission de décoration rejeta la proposition. La formulation officielle était telle: le pilote n'a pas ouvert le feu sur l'ennemi. Les avions ennemis se sont écrasés suite à leurs propres erreurs de pilotage. Cela ne peut être considéré comme un abattage, au sens classique. Vlasov était furieux. Il téléphonait aux états-majors supérieurs, écrivait des rapports, prouvait que Dragunov méritait les plus hautes décorations. Mais la machine bureaucratique était inflexible. Ordre du drapeau rouge, oui. Héros de l'Union soviétique, non. Dragunov accepta cela calmement. « Camarade colonel, dit-il à Vlasov, je n'ai pas besoin de décoration. J'ai besoin que nos gars reviennent vivants. Si ma tactique les aide à survivre, c'est la meilleure récompense. » En septembre 1943, le régiment de Dragunov fut transféré en Ukraine dans la région de Zaporojie. Là se préparait le franchissement du Dniepr. Les bombardiers de nuit devaient soutenir l'offensive, bombarder les passages allemands, les dépôts, les nœuds de communication. Dragunov continuait à voler et à enseigner. Chaque nouveau pilote arrivant au régiment suivait sa formation. Et Ivan expliquait patiemment la théorie, montrait en pratique, entraîné jusqu'à ce que l'élève puisse exécuter la manœuvre les yeux fermés. Le 16 octobre 1943, lors d'une mission de nuit de bombardement des positions allemandes près de Dniepropetrovsk, le pot 2 de Dragunov fut touché par le feu anti-aérien. Un éclat d'obus perça le réservoir d'huile du moteur. L'huile commença à fuir. La température du moteur a monté. Dragunov comprit qu'il n'atteindrait pas les lignes. Le moteur pouvait se gripper à tout moment. Il vira l'avion, partit pour un atterrissage forcé dans la bande neutre entre les lignes de front. L'atterrissage fut dur. Obscurité, terrain irrégulier, moteur mourant. Le pot 2 heurta une motte, rebondit, heurta de nouveau. Le train d'atterrissage se plia. L'avion glissa 30 mètres sur le ventre, s'arrêta. Dragunov était vivant, mais commotionné. La tête éclatait, les oreilles bourdonnaient, le sang coulait du nez. Il sortit du cockpit, regarda autour de lui. Alentour l'obscurité, au loin des éclats d'explosion, des traceurs. La ligne de front à 500 mètres, position soviétique à droite, allemande à gauche. Il fallait aller vers les siens, mais marcher était difficile. Commotion, vertige, les jambes n'obéissaient pas bien. Dragunov se força à bouger, pas après pas, mètre après mètre, à travers la boue et les cratères, à travers les barbelés et les champs de mines. Une patrouille soviétique le trouva. Après 2 heures, le sergent Pavel Loukine et 3 combattants entendirent à des gémissements, allèrent vers le son, découvrirent Dragunov inconscient dans un cratère d'obus à 100 mètres des tranchées soviétiques. Il fut évacué vers l'hôpital de campagne. Les médecins posèrent le diagnostic: commotion de gravité moyenne, commotion cérébrale, multiples contusions. Nécessite repos et traitement minimum 2 semaines. Mais après 1 semaine, Dragunov s'échappa de l'hôpital, retourna au régiment. Vlasov le gronda, mais comprenait qu'il était impossible de retenir un tel homme au lit. Lui donna 3 jours de repos, puis l'autorisa à reprendre les vols. À la fin 1943, Dragunov avait effectué 387 missions de combat, 10 chasseurs allemands à son actif, l'ordre du drapeau rouge sur la poitrine, le grade de lieutenant senior et surtout vivant, indemne, continuant à combattre. L'hiver 43-44, le régiment combattit en Ukraine, au printemps 44 en Crimée, l'été en Biélorussie durant l'opération Bagration, l'automne en Pologne. Partout les pots 2 continuaient leur travail silencieux et mortel. Bombardement de nuit, pression constante sur l'adversaire, sape de son moral. Les chasseurs de nuit allemands tentèrent toujours de chasser les pots 2, mais avec beaucoup moins de succès.
la tactique de Dragounov devint la procédure standard pour tous les équipages de bombardiers de nuit. Chaque pilote savait comment agir lors d'une attaque de chasseurs. Tous ne pouvaient pas exécuter la manœuvre parfaitement, mais la majorité avait au moins les compétences de base. Au printemps 1945, la guerre bascula sur le territoire allemand. Les troupes soviétiques combattaient en Prusse orientale, en Poméranie, avançaient sur Berlin. Le régiment de Dragounov était basé en Pologne, bombardait les arrières allemands, gênait la retraite. Le 9 avril 1945, un mois avant la fin de la guerre, Dragounov effectua sa dernière mission de combat. La tâche était simple, reconnaissance des positions allemandes près de Francfort sur l'Oder. Décollage à 23h, retour prévu pour 2h du matin. Dragounov ne revint pas. Une équipe de recherche trouva les débris de l'avion le matin du 10 avril. L'avion s'était écrasé dans une forêt à environ 30 km de la ligne de front sur un territoire contrôlé par les Allemands. La cause de la catastrophe était incertaine. Aucune trace de tir, aucun dommage causé par la DCA ou des chasseurs. Peut-être une panne technique. Peut-être une erreur de pilotage dans des conditions météorologiques difficiles. Cette nuit-là, il y avait une couverture nuageuse basse. Il pleuvait par intermittence. Les corps de Dragounov et de son navigateur, le sergent Ivan Kostin, furent découverts dans les débris. Tous deux périrent lors de l'impact au sol. Le lieutenant principal, Ivan Petrovitch Dragounov, avait 23 ans, 11 mois et 27 jours. La nouvelle de la mort de Dragounov bouleversait le régiment. Vlasov, déjà colonel, maintenant commandant de la division de bombardiers de nuit, vint personnellement aux funérailles. Dragounov et Kostin furent enterrés dans la petite ville polonaise de Gorzow-Wielkopolski, dans un petit cimetière militaire où reposaient des centaines de soldats soviétiques tombés durant les derniers mois de la guerre. Aux funérailles assistèrent 37 aviateurs du régiment, des mécaniciens, des techniciens, le commandement de la division. Vlasov prononça un discours que beaucoup de présents se rappelèrent toute leur vie. « Camarades, dit-il debout devant la tombe, nous n'enterrons pas simplement un aviateur, nous enterrons un homme qui changea les règles de la guerre aérienne nocturne. Le lieutenant Junior Dragounov, et pour moi il restera à jamais lieutenant Junior, ce jeune gars qui vint me voir avec une idée folle au printemps 43. Il prouva que l'astuce et le courage valent plus que la supériorité technique. » Vlasov se tut, rassemblant ses pensées. Les chasseurs allemands étaient plus rapides que les nôtres de 2 à 4 fois. Ils étaient mieux armés. Leurs pilotes recevaient une formation plus longue. Ils avaient tous les avantages. Mais Dragounov trouva leur faiblesse. Il comprit que toute technique a ses limites, et il transforma ces limites en armes contre l'ennemi. Le colonel sortit de sa poche une feuille de papier froissée. C'est la statistique qu'on m'a donnée au quartier général du front hier. De mai 1943 à avril 1945, utilisant la tactique de Dragounov, nos bombardiers de nuit détruisirent 72 chasseurs ennemis. 72. Sans un seul coup de feu, uniquement par la manœuvre, uniquement par l'intelligence. Il plia la feuille, la remit dans sa poche. Mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est combien de vies la tactique a sauvées. Avant dire que mai 43, nos pertes dues aux chasseurs de nuit allemands n'étaient pas catastrophiques. Après, elles chutèrent de 5 fois. 5 fois, camarades. Cela signifie que des centaines d'aviateurs, peut-être des milliers, restèrent en vie grâce à la méthode de Dragounov. Vlasov regarda le cercueil recouvert du drapeau rouge. Ivan Petrovitch Dragounov effectua 532 sorties de combat, abattit 10 chasseurs ennemis, fut décoré de l'ordre du drapeau rouge. Mais sa principale récompense, c'est le savoir qu'il nous a laissé. Le savoir que dans le combat, ce n'est pas celui qui a la meilleure arme qui gagne, mais celui dont la tête fonctionne le mieux. Après la guerre, la tactique de Dragounov entra dans tous les manuels d'emploi au combat de l'aviation. Dans les académies militaires, elle fut étudiée comme exemple classique d'utilisation de la faiblesse de l'adversaire contre lui-même. Dans les écoles d'aviation, elle était enseignée comme partie obligatoire du programme. Le colonel Igor Vlasov vécut jusqu'à 68 ans. Après la guerre, il servit dans diverses fonctions d'état-major, prit sa retraite au grade de général-lieutenant en 1963. Jusqu'à la fin de sa vie, il conserva la photographie de Dragounov sur son bureau. Quand on lui demandait qui était sur la photo, il répondait « L'aviateur le plus intelligent que j'ai connu de toute ma vie ».
le lieutenant principal, Mikhail Sokolov, l'un des premiers élèves de Dragunov, vécut jusqu'à 81 ans. Il termina la guerre au grade de capitaine avec 512 sorties de combat et 3 ordres du drapeau rouge. Après la démobilisation, il travailla comme instructeur dans une école d'aviation à Engels. Il forma plus de 300 aviateurs. À chacun d'eux, il racontait l'histoire de Dragunov. « Souvenez-vous, disait-il au cadet, dans le combat aérien, ce ne sont pas seulement les mains et les yeux qui sont importants, c'est la tête. Pensez, analysez, cherchez les faiblesses de l'adversaire. C'est précisément cela qui rendit Dragunov grand. Le sergent-chef mécanicien Vassil Krotov, qui entretenait l'avion de Dragunov, survécut à la guerre. Il la termina au grade de technicien principal du régiment aérien. Après la démobilisation, il retourna dans son village natal, près de Voronej. Il travailla comme mécanicien dans un kolkhoz, se maria, éleva 3 enfants. Il n'aimait jamais raconter la guerre, mais quand ses petits-enfants demandaient, il leur racontait ce jeune aviateur, qui transforma un avion d'entraînement en arme redoutable. Ivan Petrovitch était spécial, disait Vassili. Il pensait toujours, cherchait toujours une solution. Même quand tous les autres baissaient les bras, il continuait à penser et trouvait la réponse. En 1968, pour le 25e anniversaire de la création de la tactique de Dragunov, le ministère de la Défense de l'URSS publia une brochure spéciale. Elle s'intitulait « Tactique de contre-mesure face aux chasseurs rapides sur avions peu maniables. Expérience de la Grande Guerre patriotique ». Elle décrivait en détail la méthode de Dragunov, présentait des schémas, des calculs, des témoignages de participants aux événements. La brochure fut distribuée dans tous les établissements d'enseignement militaire. Elle fut étudiée non seulement par les aviateurs, mais aussi par les tankistes, les artilleurs, les commandants d'infanterie. Parce que l'essence de la méthode de Dragunov était universelle. Trouve la faiblesse de l'adversaire et utilise-la contre lui. En 1973, dans le village d'Oust-Labinskaya, où naquit Dragunov, fut ouvert un musée d'histoire locale. Une des salles était consacrée à Ivan Petrovitch. Y étaient accrochées des photographies, des documents, des cartes de sortie de combat. Sur le mur, un grand panneau avec la description de sa tactique, avec des schémas de manœuvre, avec des citations de mémoires de camarades de régiment. Comme guide au musée travaillait Maria Petrovna Dragunova, la sœur d'Ivan. Elle avait 52 ans. Elle avait travaillé toute sa vie comme institutrice à l'école locale. Quand le musée ouvrit, elle se porta volontaire pour faire des visites guidées sur son frère. Ivan avait 4 ans de plus que moi, racontait-elle aux visiteurs. Je me souviens de lui comme d'un garçon rieur qui rêvait de voler. Il faisait des avions en papier et les lançait du toit de notre maison. Il disait qu'un jour, il volerait sur un vrai avion. Et il a volé et devint un héros. Maria Petrovna montrait une photo scolaire d'Ivan. Un garçon mince au regard sérieux en tunique, avec un insigne du Komsomol. Il a 17 ans ici, disait-elle. Dans un an, il entrera à l'école d'aviation. Encore 3 ans plus tard, il inventera la tactique qui sauvera des centaines de vies. Et encore 2 ans plus tard, il périra 1 mois avant la victoire. Sa voix tremblait sur les derniers mots. 78 ans se sont écoulés depuis le début de la guerre. 30 ans depuis la mort de mon frère, mais la douleur ne s'en va pas. Savez-vous ce qui est le plus injuste ? Demandait-elle aux visiteurs. Ivan n'a pas reçu le titre de héros de l'Union soviétique. On disait qu'il n'abattait pas les avions, qu'il se crachait tout seul. Mais est-ce que cela a de l'importance ? Il a trouvé un moyen de vaincre l'ennemi. Il a enseigné aux autres. Il a sauvé des vies. N'est-ce pas de l'héroïsme ? En 1985, pour le 40e anniversaire de la victoire, sortit un film documentaire, Les chasseurs nocturnes. Il racontait l'histoire de l'aviation de bombardement nocturne pendant la Grande Guerre patriotique. Une partie importante du film était consacrée à Dragunov. Le réalisateur du film, Sergei Mikhailovitch Bondarchuk, homonyme du célèbre cinéaste mais non parent, rechercha et interviewa 12 vétérans qui connaissaient personnellement Dragunov ou appliquèrent sa tactique. Leurs souvenirs, enregistrés sur pellicule, devinrent un document historique inestimable. Un des vétérans, l'ancien capitaine Piotr Nikolaïevitch Volkov, racontait « J'ai rencontré Ivan en juillet 1943. Mon régiment venait juste de commencer à maîtriser sa tactique. Dragunov vint chez nous pour 1 semaine afin de former les aviateurs. Il était un enseignant très patient. Il expliquait 10 fois si nécessaire, montré par son propre exemple.
Il nous entraînait jusqu'à ce que chacun puisse exécuter la manœuvre, les yeux fermés. Et Volkov souriait en se souvenant. Mais le plus important, il n'était pas arrogant. Il ne se vantait pas de ses 10 victoires. Il voulait simplement que nous survivions tous. Je me souviens qu'il me dit « Piotr, cette guerre n'est pas une compétition pour savoir qui a abattu le plus. C'est une lutte pour la survie. Chaque aviateur revenu vivant est une victoire. » J'ai retenu ces mots toute ma vie. Une autre vétérane, Alexandra Ivanovna Morozova, ancienne navigatrice de Pau 2, se souvenait « J'ai volé avec différents pilotes. C'était de bons aviateurs, courageux. Mais quand je volais avec ceux qui avaient été formés par Dragunov, je me sentais plus tranquille. Ils savaient d'ailleurs quoi faire si un chasseur nous attaquait. Ils n'avaient là pas seulement du courage, mais aussi un plan d'action. Et quand tu sais quoi faire dans une situation critique, la peur recule. En 1992, déjà après l'effondrement de l'URSS, l'historien russe de l'aviation Dmitri Sobolev écrivit un livre, Génie de la manœuvre, histoire des innovations tactiques dans l'aviation soviétique. Un chapitre entier était consacré à Dragunov. Sobolev mena des recherches sérieuses. Il étudia les archives de la Luftwaffe capturées après la guerre. Il trouva des documents allemands mentionnant la nouvelle tactique d'esquive soviétique. Il découvrit des rapports de pilotes allemands se plaignant que les Pau 2 s'immobilisèrent dans l'air comme par magie. Particulièrement intéressant était le rapport du commandant Erich Steiner, daté du 15 juin 1943. Dans celui-ci, Steiner écrivait « Les pilotes soviétiques de Pau 2 ont maîtrisé une nouvelle manœuvre d'esquive qui rend les attaques à basse altitude extrêmement dangereuses pour nos chasseurs. Je recommande de modifier la tactique d'interception et d'interdire la poursuite de cibles en dessous de 500 mètres d'altitude. » Sobolev trouva également les statistiques des pertes de chasseurs de nuit allemands. Les chiffres étaient éloquents. De janvier à avril 1943, la Luftwaffe perdit sur le front de l'Est 30 et un chasseur de nuit de toute cause. De mai à août de la même année, 57, une augmentation de presque 2 fois. Et la majorité de ces pertes étaient précisément dues aux collisions avec des Pau 2. Nestedo, la tactique de Dragunov, écrivait Sobolev dans son livre, était un exemple classique de réponse asymétrique à la supériorité de l'adversaire. L'Union soviétique ne pouvait pas, en 1943, créer des chasseurs de nuit capables de rivaliser avec les Messerschmitt et Focke-Wulf allemands. Mais un jeune aviateur trouva un moyen de vaincre ces machines en utilisant contre elles les lois de la physique. C'était génial dans sa simplicité et simplement génial. Dans les années 2000, avec le développement d'Internet, l'histoire de Dragunov connut une nouvelle vie. Des passionnés d'histoire de l'aviation créèrent plusieurs sites consacrés aux bombardiers de nuit de la Grande Guerre patriotique. Sur les forums, ils discutaient de la tactique de Dragunov, l'analysaient du point de vue de l'aérodynamique moderne, réalisaient des modèles informatiques de la manœuvre. Un de ces passionnés, le programmeur et amateur d'histoire de l'aviation Alexei Gromov de Saint-Pétersbourg, créa une simulation informatique du combat aérien entre un Pau 2 et un Messerschmitt Bf-109. Il utilisa les vraies caractéristiques de vol des deux avions, les paramètres physiques de l'atmosphère, les données sur les vitesses minimales de vol. Les résultats de la simulation confirmèrent. La tactique de Dragunov fonctionnait exactement comme décrit dans les documents historiques. Avec une exécution correcte de la manœuvre, le Pau 2 pouvait forcer le Messerschmitt à partir en vrille avec une probabilité d'environ 40%. C'était des chances raisonnables, compte tenu que l'alternative était une mort presque garantie. Ce qui frappe dans cette histoire, écrivait Gromov dans son blog, ce n'est pas tant la tactique elle-même que la rapidité avec laquelle elle fut développée et mise en œuvre. Dragunov l'inventa en avril 1943, la testa au combat fin du même mois. En juin, elle était déjà appliquée sur tout le front. C'est une vitesse incroyable pour une bureaucratie militaire. Mais apparemment, quand les gens meurent par dizaines chaque semaine, la bureaucratie passe au second plan. En 2018, pour le 100e anniversaire de la naissance de Dragunov, il naquit le 21 mai 1918. Un monument fut érigé à Oust-Labinskaya. Le sculpteur Mikhail Pereya-Slavets créa une composition. Une figure de bronze d'un jeune aviateur se tient à côté d'un Pau 2, posant la main sur le fuselage de l'avion. L'aviateur regarde le ciel.
Sur son visage, une expression de calme détermination. Sur le socle, l'inscription à Ivan Petrovitch Dragunov, lieutenant principal, aviateur de l'aviation de bombardement nocturne 1918-1945. L'homme qui prouva que la pensée est plus acérée que l'épée et l'astuce plus forte que le blindage. À l'inauguration du monument assistèrent l'arrière-petit-fils de Dragunov, Alexei Ivanovitch, 28 ans, programmeur de Moscou, et l'arrière-arrière-petite-fille, Anna, 10 ans. Alexis prononça un bref discours. « Je n'ai jamais vu mon arrière-grand-père. Il est mort 73 ans avant ma naissance. Mais j'ai entendu parler de lui toute ma vie. De ma grand-mère, fille de la petite sœur d'Ivan Petrovitch, des professeurs à l'école, des livres et des films. Et je suis fier de lui. Fier non seulement de ce qu'il a fait, mais aussi de pourquoi il l'a fait. Il ne cherchait pas la gloire. Il voulait que ses camarades survivent. C'est ça le véritable héroïsme. » La petite Anna déposa des fleurs au pied du monument. Des roses blanches, les fleurs préférées de l'arrière-grand-mère Maria Petrovna, qui mourut en 2003 à l'âge de 82 ans, mais qui jusqu'à ses derniers jours raconta l'histoire de son frère à tous ceux qui voulaient l'écouter. L'histoire de Dragunov continue de vivre, sa tactique est encore étudiée dans les académies militaires, non seulement en Russie, mais aussi dans d'autres pays. Elle devint un exemple classique de comment on peut vaincre un adversaire techniquement supérieur en utilisant une pensée non conventionnelle et une compréhension profonde des lois physiques. Dans les manuels modernes de tactique militaire, la méthode de Dragunov est citée dans la section « Réponse asymétrique à la supériorité de l'adversaire ». Aux côtés d'exemples tels que la guérilla, l'utilisation du terrain pour compenser le manque d'armement, l'application de tactiques non traditionnelles contre des forces supérieures. Les analystes militaires notent que le principe sous-jacent à la tactique de Dragunov reste pertinent dans la guerre moderne. Trouver la faiblesse de l'adversaire, même s'il est techniquement supérieur, et utiliser cette faiblesse contre lui est une sagesse militaire universelle qui ne dépend ni de l'époque ni des technologies. Le professeur de l'académie militaire Frunze, Oleg Vladimirovitch Smirnov, dit dans son cours aux étudiants « Souvenez-vous de l'histoire de Dragunov. Il était un lieutenant ordinaire de 22 ans sans aucune formation d'ingénieur. Mais il observa, pensa, analysa et trouva la solution à un problème que les généraux et les concepteurs ne pouvaient résoudre. C'est une leçon pour nous tous. La guerre n'est pas seulement les armes et la technique. C'est avant tout la pensée. Celui qui pense mieux gagne, pas celui qui a plus de chars. » Le Po-2, modeste biplan qui devint le symbole de l'aviation de bombardement nocturne, survécut à la guerre et continua à être utilisé en URSS jusqu'au début des années 60. Les dernières machines furent mises hors service en 1964. Au total, plus de 40 000 Po-2 furent produits, plus que tout autre avion dans l'histoire de l'aviation. Plusieurs dizaines de Po-2 sont conservés dans des musées à travers le monde. L'un d'eux se trouve au musée central de la Grande Guerre patriotique à Moscou, sur la colline Poklonaya. Sur la plaque, à côté de l'avion, est écrit « Po-2, bombardier de nuit ». Sur de tels avions, les aviateurs soviétiques effectuaient des sorties nocturnes, bombardaient les positions ennemies, démoralisaient l'adversaire. Un des aviateurs, le lieutenant principal I.P. Dragunov, développa une tactique unique de contre-mesure face aux chasseurs allemands qui sauva des centaines de vies. Les enfants qui viennent au musée, avec leurs parents et enseignants, regardent ce biplan sans prétention en contreplaqué et tissu. Il leur est difficile de croire que sur de telles machines on faisait la guerre, qu'on volait dessus dans l'obscurité sous le feu des batteries anti-aériennes, sous la menace des chasseurs, que de jeunes aviateurs, à peine plus âgés que les écoliers eux-mêmes, montaient au ciel sur ces constructions fragiles et prenaient des risques mortels. Mais ce sont précisément ces machines et ces gens qui gagnèrent la guerre. Pas des super-armes, ni des technologies miraculeuses. Des gens ordinaires sur des techniques ordinaires, mais avec un courage extraordinaire, une persévérance extraordinaire et une capacité extraordinaire à penser et trouver des solutions là où il semble qu'il n'y en a pas. L'histoire d'Ivan Petrovitch Dragunov est l'histoire d'un tel homme. Un jeune pilote d'un village cosaque qui a vu le problème, tuant ses camarades, qui ne s'est pas résigné, n'a pas baissé les bras, n'a pas dit qu'on ne pouvait rien faire, qui a réfléchi, analysé, compris et trouvé la réponse, qui a transformé la faiblesse de l'ennemi en sa perte.
qui a fait d'un biplan primitif une arme contre des chasseurs perfectionnés, qui a prouvé qu'à la guerre, comme dans la vie, ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais le plus intelligent. Sa vie s'est brisée à 23 ans, un mois avant la victoire qu'il avait aidé à rapprocher. Il n'a pas vécu jusqu'au jour de la victoire, n'a pas vu les salves au-dessus de Moscou, n'a pas embrassé ses proches après son retour du front. Mais son idée lui a survécu. Sa tactique a sauvé la vie de centaines de pilotes. Sa méthode est entrée dans les manuels et y reste encore aujourd'hui. Son histoire continue d'inspirer de nouvelles générations. Et chaque fois que quelque part quelqu'un trouve une solution non standard à un problème complexe, quand le faible vainc le fort grâce à l'intelligence et à l'ingéniosité, quand une personne refuse d'accepter la défaite et cherche une issue là où, semble-t-il, il n'y en a pas, c'est l'esprit d'Ivan Dragunov qui vit. L'esprit du jeune pilote qui a dit « Le Messerschmitt est plus rapide, plus fort, mieux armé, mais il a une faiblesse. Et je la trouverai et l'utiliserai et mes camarades vivront. » Et il l'a trouvé et ils ont vécu. C'est cela la vraie victoire.